La Rempailleuse, Guy de Maupassant. À Léon Hénique. C'était à la fin du dîner d'ouverture du chasse, chez le marquis de Bertrand. 11 chasseurs, 8 jeunes femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée, couverte de fruits et de fleurs. On vint à parler d'amour, et une grande discussion s'éleva. L'éternelle discussion pour savoir si on pouvait aimer vraiment une fois ou plusieurs fois. On cita des exemples de gens n'ayant jamais eu qu'un amour sérieux. On cita aussi d'autres exemples de gens ayant aimé souvent avec violence. Les hommes, en général, prétendaient que la passion, comme les maladies, peut frapper plusieurs fois le même être et le frapper à le tuer si quelque obstacle se dresse devant lui. Bien que cette manière de voir ne fût pas contestable, les femmes, dont l'opinion s'appuyait sur la poésie bien plus que sur l'observation, affirmaient que l'amour vrai, le grand amour, ne pouvait tomber qu'une fois sur un mortel, qu'il était semblable à la foudre cet amour, et qu'un cœur, touché par lui, demeurait ensuite tellement vidé, ravagé, incendié, qu'aucun autre sentiment puissant, même aucun rêve, n'y pouvait germer de nouveau. Le marquis, ayant aimé beaucoup, combattait vivement cette croyance. Je vous dis, moi, qu'on peut aimer plusieurs fois, avec toutes ses forces et toute son âme. Vous me citez des gens qui se sont tués par amour, comme preuve de l'impossibilité d'une seconde passion. Je vous répondrai que s'ils n'avaient pas commis cette bêtise de se suicider, ce qui leur enlevait toute chance de rechute, ils se seraient guéris, et ils auraient recommencé, et toujours, jusqu'à leur mort naturelle. Il en est des amoureux comme des ivrognes, qui a bu boira, qui a aimé aimera. C'est une affaire de tempérament, cela. On prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien retiré aux champs, et on le pria de donner son avis. Justement, il n'en avait pas. Comme l'a dit le marquis, c'est une affaire de tempérament. Quant à moi, j'ai eu connaissance d'une passion qui dura 55 ans sans un jour de répit, et qui ne se termina que par la mort. La marquise battit des mains. Est-ce beau cela? Et quel rêve d'être aimé ainsi! Quel bonheur de vivre 55 ans tout enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante. Comme il a dû être heureux et bénir la vie, celui qu'on adora de la sorte. Le médecin sourit. En effet, madame, vous ne vous trompez pas sur ce point que l'être aimé fut un homme. Vous le connaissez. C'est monsieur Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à elle, la femme, vous l'avez connue aussi. C'est la vieille rempailleuse de Chaise qui venait tous les ans au château. Mais je vais me faire mieux comprendre. L'enthousiasme des femmes était tombé, et leurs visages dégoûtés disaient « Pouah !» comme si l'amour n'eût dû frapper que des êtres fins et distingués, seuls dignes de l'intérêt des gens comme il faut. Le médecin. J'ai été appelé, il y a 3 mois, auprès de cette vieille femme, à son lit de mort. Elle était arrivée la veille, dans la voiture qui lui servait de maison, traînée par la rosse que vous avez vue, et accompagnée de ses 2 grands chiens noirs, ses amis et ses gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs testamentaires, et pour nous dévoiler le sens de ses volontés dernières, elle nous raconta toute sa vie.
je ne sais rien de plus singulier et de plus poignant. Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n'a jamais eu de logis planté en terre. Toute petite, elle errait, haillonneuse, vermineuse, sordide. On s'arrêtait à l'entrée des villages, le long des fossés. On dételait la voiture. Le cheval broutait, le chien dormait, le museau sur ses pattes. Et la petite se roulait dans l'herbe, pendant que le père et la mère rafistolaient, à l'ombre des ormes du chemin, tous les vieux sièges de la commune. On ne parlait guère dans cette demeure ambulante. Après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons, en poussant le cri bien connu « Rempailleur de chaises !», on se mettait à tortiller la paille, face à face ou côte à côte. Quand l'enfant allait trop loin, ou tentait d'entrer en relation avec quelques galopins du village, la voix colère du père la rappelait. « Veux-tu bien revenir ici, crapule ?» C'étaient les seuls mots de tendresse qu'elle entendait. Quand elle devint plus grande, on l'envoya faire la récolte des fonds de sièges avariés. Alors, elle ébaucha quelques connaissances de place en place avec les parents de ses nouveaux amis qui rappelaient brutalement leurs enfants. « Veux-tu bien venir ici, polisson, que je te vois causer avec les va-nu-pieds » Souvent, les petits gars lui jetaient des pierres. Des dames lui ayant donné quelques sous, elle les garda soigneusement. Un jour, elle avait alors 11 ans, comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquet qui pleurait parce qu'un camarade lui avait volé 2 liards. Ces larmes d'un petit bourgeois, d'un de ces petits qu'elle s'imaginait, dans sa frêle caboche de déshérité, être toujours content et joyeux, la bouleversèrent. Elle s'approcha, et quand elle connut la raison de sa peine, elle versa entre ses mains toutes ses économies, 7 sous, qu'il prit naturellement en essuyant ses larmes. Alors, folle de joie, elle eut l'audace de l'embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussée ni battue, elle recommença. Elle l'embrassa à plein bras, à plein cœur, puis elle se sauva. Que se passa-t-il dans cette misérable tête? S'est-elle attachée à ce mioche parce qu'elle lui avait sacrifié sa fortune de vagabonde ou parce qu'elle lui avait donné son premier baiser tendre? Le mystère est le même pour les petits que pour les grands. Pendant des mois, elle rêva de ce coin de cimetière et de ce gamin. Dans l'espérance de le revoir, elle vola ses parents, grappillant un sou par-ci, un sou par-là, sur un rempaillage ou sur les provisions qu'elle allait acheter. Quand elle revint, elle avait 2 francs dans sa poche, mais elle ne put qu'apercevoir le petit pharmacien, bien propre, derrière les carreaux de la boutique paternelle, entre un bocal rouge et un ténia. Elle ne l'en aima que davantage, séduite, émue, extasiée par cette gloire de l'eau colorée, cette apothéose des cristaux luisants. Elle garda en elle son souvenir ineffaçable. Et, quand elle le rencontra l'an suivant, derrière l'école, jouant aux billes avec ses camarades, elle se jeta sur lui, le saisit dans ses bras et le baisa avec tant de violence qu'il se mit à hurler de peur. Alors, pour l'apaiser, elle lui donna son argent, 3 francs 20, un vrai trésor qu'il regardait avec des yeux agrandis. Il le prit et se laissa caresser tant qu'elle voulut. Pendant 4 ans encore, elle versa entre ses mains toutes ses réserves, qu'il empochait avec conscience en échange de baisers consentis.
Ce fut une fois 30 sous, une fois 2 francs, une fois 12 sous. Elle en pleura de peine et d'humiliation, mais l'année avait été mauvaise. Et la dernière fois, 5 francs, une grosse pièce ronde qui le fit rire d'un rire content. Elle ne pensait plus qu'à lui, et il attendait son retour avec une certaine impatience, courait au-devant d'elle en la voyant, ce qui faisait bondir le cœur de la fillette. Puis il disparut. On l'avait mise au collège. Elle le sut en interrogeant habilement. Alors, elle usa d'une diplomatie infinie pour changer l'itinéraire de ses parents et les faire passer par ici au moment des vacances. Elle y réussit, mais après 1 an de ruse. Elle était donc restée 2 ans sans le revoir. Et elle le reconnut à peine tant il avait changé, grandi, embelli, imposant dans sa tunique à boutons d'or. Il feignit de ne pas la voir et passa fièrement près d'elle. Elle en pleura pendant 2 jours, et depuis lors, elle souffrit sans fin. Tous les ans, elle revenait, passait devant lui sans oser le saluer, et sans qu'il daignât même tourner les yeux vers elle. Elle l'aimait éperdument. Elle me dit « C'est le seul homme que j'ai vu sur la terre, monsieur le médecin. Je ne sais pas si les autres existaient seulement. » Ses parents moururent. Elle continua leur métier, mais elle prit 2 chiens au lieu d'1. De terribles chiens qu'on n'aurait pas osé braver. Un jour, en rentrant dans ce village où son cœur était resté, elle aperçut une jeune femme qui sortait de la boutique Chouquet au bras de son bien-aimé. C'était sa femme. Il était marié. Le soir même, elle se jeta dans la mare qui est sur la place de la mairie. Un ivrogne attardé la repêcha et la porta à la pharmacie. Le fils Chouquet descendit en robe de chambre pour la soigner et, sans paraître la reconnaître, la déshabilla, la frictionna, puis il lui dit d'une voix dure « Mais vous êtes folle, il ne faut pas être bête comme ça. » Cela suffit pour la guérir. Il lui avait parlé. Elle était heureuse pour longtemps. Il ne voulut rien recevoir en rémunération de ses soins, bien qu'elle insistât vivement pour le payer. Et toute sa vie s'écoula ainsi. Elle rempaillait en songeant à Chouquet. Tous les ans, elle l'apercevait derrière ses vitraux. Elle prit l'habitude d'acheter chez lui des provisions, de menus médicaments. De la sorte, elle le voyait de près et lui parlait, et lui donnait encore de l'argent. Comme je vous l'ai dit en commençant, elle est morte ce printemps. Après m'avoir raconté toute cette triste histoire, elle me pria de remettre à celui qu'elle avait si patiemment aimé toutes les économies de son existence, car elle n'avait travaillé que pour lui, disait-elle, jeûnant même pour mettre de côté et être sûre qu'il penserait à elle, au moins une fois quand elle serait morte. Elle me donna donc 2327 francs. Je laissai à monsieur le curé les 27 francs pour l'enterrement, et j'emportai le reste quand elle eut rendu le dernier soupir. Le lendemain, je me rendis chez les Chouquet. Ils achevaient de déjeuner, en face l'un de l'autre, gros et rouges, fleurant les produits pharmaceutiques, importants et satisfaits. On me fit asseoir, on m'offrit un kirsch que j'acceptai, et je commençai mon discours d'une voix émue, persuadée qu'ils allaient pleurer. Dès qu'il eut compris qu'il avait été aimé de cette vagabonde, de cette rempailleuse, de cette rouleuse,
Chouquet bondit d'indignation, comme si elle lui avait volé sa réputation, l'estime des honnêtes gens, son honneur intime, quelque chose de délicat qui lui était plus cher que la vie. Sa femme, aussi exaspérée que lui, répétait « Cette gueuse, cette gueuse, cette gueuse !» sans pouvoir trouver autre chose. Il s'était levé. Il marchait à grands pas derrière la table, le bonnet grec chaviré sur une oreille. Il balbutiait. « Comprend-on ça, docteur ? Voilà de ces choses horribles pour un homme. Que faire ? Oh, si je l'avais su de son vivant, je l'aurais fait arrêter par la gendarmerie et flanquer en prison. Et elle n'en serait pas sortie, je vous en réponds. » Je demeurais stupéfait du résultat de ma démarche pieuse. Je ne savais que dire ni que faire, mais j'avais à compléter ma mission. Je repris. Elle m'a chargé de vous remettre ces économies, qui montent à 2300 francs. Comme ce que je viens de vous apprendre semble vous être fort désagréable, le mieux serait peut-être de donner cet argent aux pauvres. Ils me regardaient, l'homme et la femme, perclus de saisissement. Je tirai l'argent de ma poche, du misérable argent de tous les pays et de toutes les marques, de l'or et des sous mêlés. Puis je demandai « Que décidez-vous » Madame Chouquet parla la première. Mais, puisque c'était sa dernière volonté à cette femme, il me semble qu'il nous est bien difficile de refuser. Le mari, vaguement confus, reprit. Nous pourrions toujours acheter avec ça quelque chose pour nos enfants. Je dis d'un air sec, comme vous voudrez. Il reprit. Donnez toujours, puisqu'elle vous en a chargé. Nous trouverons bien moyen de l'employer à quelque bonne œuvre. Je remis l'argent, je saluai, et je partis. Le lendemain, Chouquet vint me trouver, et brusquement « Mais elle a laissé ici sa voiture, cette femme. Qu'est-ce que vous en faites de cette voiture ?»« Rien. Prenez-la si vous voulez. »« Parfait, cela me va, j'en ferai une cabane pour mon potager. » Il s'en allait, je le rappelai. Elle a laissé aussi son vieux cheval et ses 2 chiens. Les voulez-vous ? Il s'arrêta, surpris. « Ah non, par exemple, que voulez-vous que j'en fasse ? Disposez-en comme vous voudrez. » Et il riait. Puis il me tendit sa main que je serrai. Que voulez-vous ? Il ne faut pas, dans un pays, que le médecin et le pharmacien soient ennemis. J'ai gardé les chiens chez moi. Le curé, qui a une grande cour, a pris le cheval. La voiture sert de cabane à Chouquet, et il a acheté 5 obligations de chemin de fer avec l'argent. Voilà le seul amour profond que j'ai rencontré dans ma vie. Le médecin se tut. Alors la marquise, qui avait des larmes dans les yeux, soupira. Décidément, il n'y a que les femmes pour savoir aimer. Guy de Maupassant, Histoire d'un chien. Le Gaulois, 2 juin 1881. Toute la presse a répondu dernièrement à l'appel de la Société protectrice des animaux qui veut fonder un asile pour les bêtes. Ce serait là une espèce d'hospice et un refuge où les pauvres chiens sans maître trouveraient la nourriture et l'abri, au lieu du nœud coulant que leur réserve l'administration. Les journaux, à ce propos, ont rappelé la fidélité des bêtes, leur intelligence, leur dévouement.
ils ont cité des traits de sagacité étonnantes. Je veux à mon tour raconter l'histoire d'un chien perdu, mais d'un chien du commun, laid, d'allure vulgaire. Cette histoire toute simple est vraie de tout point. Dans la banlieue de Paris, sur les bords de la Seine, vit une famille de bourgeois riches. Ils ont un hôtel élégant, grand jardin, chevaux et voitures, et de nombreux domestiques. Le cocher s'appelle François. C'est un gars de la campagne, à moitié dégourdi seulement, un peu lourdeau, épais, obtus et bon garçon. Comme il rentrait un soir chez ses maîtres, un chien se mit à le suivre. Il n'y prit point garde d'abord. Mais l'obstination de la bête à marcher sur ses talons le fit bientôt se retourner. Il regarda s'il connaissait ce chien, mais non, il ne l'avait jamais vu. C'était une chienne, d'une maigreur affreuse, avec de grandes mamelles pendantes. Elle trottinait derrière l'homme d'un air lamentable et affamé, la queue serrée entre les pattes, les oreilles collées contre la tête. Et quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait, repartant quand il repartait. Il voulut chasser ce squelette de bête et cria « Va-t'en, veux-tu te sauver? Ouh, ouh !» Elle s'éloigna de 2 ou 3 pas et se planta sur son derrière, attendant. Puis, dès que le cocher se remit en marche, elle repartit derrière lui. Il fit semblant de ramasser des pierres. L'animal s'enfuit un peu plus loin, avec un grand ballottement de ses mamelles flasques. Mais il revint aussitôt que l'homme eut le dos tourné. Alors, le cocher François l'appela. La chienne s'approcha timidement, l'échine pliée comme un cercle, et toutes les côtes soulevant la peau. Il caressa ses os saillants, et, pris de pitié pour cette misère de bête, « Allons, viens, dit-il. » Aussitôt, elle remua la queue, se sentant accueillie, adoptée, et au lieu de rester dans les mollets du maître qu'elle avait choisi, elle commença à courir devant lui. Il l'installa sur la paille de l'écurie, puis courut à la cuisine chercher du pain. Quand elle eut mangé tout son saoul, elle s'endormit, couchée en rond. Le lendemain, les maîtres, avertis par le cocher, permirent qu'il gardât l'animal. Cependant, la présence de cette bête dans la maison devint bientôt une cause d'ennuis incessants. Elle était assurément la plus dévergondée des chiennes, et d'un bout à l'autre de l'année, les prétendants à 4 pattes firent le siège de sa demeure. Ils rôdaient sur la route, devant la porte, se faufilaient par toutes les issues de la haie vive qui clôturait le jardin, dévastaient les plates-bandes, arrachant les fleurs, faisant des trous dans les corbeilles, exaspéraient le jardinier. Jour et nuit, c'était un concert de hurlements et des batailles sans fin. Les maîtres trouvaient jusque dans l'escalier tantôt de petits roquets à queue empanachée, des chiens jaunes, rôdeurs de bornes, vivant d'ordures, tantôt des terre-neuves énormes à poils frisés, des caniches moustachus, tous les échantillons de la race aboyante. La chienne, que François avait sans malice appelée Cocotte, et elle méritait son nom, recevait tous ces hommages, et elle produisait avec une fécondité vraiment phénoménale des multitudes de petits chiens, de toutes les espèces connues. Tous les 4 mois, le cocher allait à la rivière noyer une demi-douzaine d'êtres grouillants qui piaulaient déjà et ressemblaient à des crapauds. Cocotte était maintenant devenue énorme.
autant elle avait été maigre, autant elle était obèse, avec un ventre gonflé, sous lequel traînaient toujours ses longues mamelles ballottantes. Elle avait engraissé tout d'un coup, en quelques jours, et elle marchait avec peine, les pattes écartées à la façon des gens trop gros, la gueule ouverte pour souffler, et exténuée aussitôt qu'elle s'était promenée 10 minutes. Le cocher François disait d'elle: « C'est une bonne bête pour sûr, mais qu'est, ma foi, bien déréglée. » Le jardinier se plaignait tous les jours. La cuisinière en fit autant. Elle trouvait des chiens sous son fourneau, sous les chaises, dans la soupente au charbon, et ils volaient tout ce qui traînait. Le maître ordonna à François de se débarrasser de Cocotte. Le domestique désespéré pleura, mais il dut obéir. Il offrit la chienne à tout le monde. Personne n'en voulut. Il essaya de la perdre. Elle revint. Un voyageur de commerce la mit dans le coffre de sa voiture pour la lâcher dans une ville éloignée. La chienne retrouva sa route, et malgré sa bedaine tombante, sans manger sans doute, en un jour elle fut de retour, et elle rentra tranquillement se coucher dans son écurie. Cette fois le maître se fâcha, et ayant appelé François, lui dit avec colère: « Si vous ne me flanquez pas cette bête à l'eau avant demain, je vous fiche à la porte, entendez-vous » L'homme fut atterré. Il adorait Cocotte. Il remonta dans sa chambre, s'assit sur son lit, puis fit sa malle pour partir. Mais il réfléchit qu'une place nouvelle serait impossible à trouver, car personne ne voudrait de lui tant qu'il traînerait sur ses talons cette chienne, toujours suivie d'un régiment de chiens. Donc il fallait s'en défaire. Il ne pouvait la placer, il ne pouvait la perdre. La rivière était le seul moyen. Alors, il pensa à donner 20 sous à quelqu'un pour accomplir l'exécution. Mais à cette pensée, un chagrin aigu lui vint. Il réfléchit qu'un autre, peut-être, la ferait souffrir, la battrait en route, lui rendrait durs les derniers moments, lui laisserait comprendre qu'on voulait la tuer, car elle comprenait tout, cette bête. Et il se décida à faire la chose lui-même. Il ne dormit pas. Dès l'aube, il fut debout, et, s'emparant d'une forte corde, il alla chercher Cocotte. Elle se leva lentement, se secoua, étira ses membres et vint fêter son maître. Alors, il s'assit, et, la prenant sur ses genoux, la caressa longtemps, l'embrassa sur le museau, puis, se levant, il dit « Viens !» Et elle remua la queue, comprenant qu'on allait sortir. Ils gagnèrent la berge, et il choisit une place où l'eau semblait profonde. Alors, il noua un bout de la corde au cou de la bête, et, en ramassant une grosse pierre, l'attacha à l'autre bout. Après quoi, il saisit la chienne en ses bras et la baisa furieusement, comme une personne qu'on va quitter. Il la tenait serrée sur sa poitrine, la berçait, et elle se laissait faire, en grognant de satisfaction. 10 fois il voulut la jeter. Chaque fois, la force lui manqua. Mais tout à coup, il se décida, et de toute sa force, il la lança le plus loin possible. Elle flotta une seconde, se débattant, essayant de nager comme lorsqu'on la baignait, mais la pierre l'entraînait au fond. Elle eut un regard d'angoisse, et sa tête disparut la première, pendant que ses pattes de derrière, sortant de l'eau, s'agitaient encore. Puis quelques bulles d'air apparurent à la surface. François croyait voir sa chienne se tordant dans la vase du fleuve. Il faillit devenir idiot.
Et pendant un mois, il fut malade, hanté par le souvenir de Cocotte qu'il entendait aboyer sans cesse. Il l'avait noyée vers la fin d'avril. Il ne reprit sa tranquillité que longtemps après. Enfin, il n'y pensait plus guère quand, vers le milieu de juin, ses maîtres partirent et l'emmenèrent aux environs de Rouen, où ils allaient passer l'été. Un matin, comme il faisait très chaud, François sortit pour se baigner dans la Seine. Au moment d'entrer dans l'eau, une odeur nauséabonde le fit regarder autour de lui. Et il aperçut dans les roseaux une charogne, un corps de chien en putréfaction. Il s'approcha, surpris par la couleur du poil. Une corde pourrie serrait encore son cou. C'était sa chienne, Cocotte, portée par le courant à 60 lieues de Paris. Il restait debout, avec de l'eau jusqu'aux genoux, effaré, bouleversé comme devant un miracle, en face d'une apparition vengeresse. Il se rhabilla tout de suite, et pris d'une peur folle, se mit à marcher au hasard devant lui, la tête perdue. Il erra tout le jour ainsi, et le soir venu demanda sa route qu'il ne retrouvait pas. Jamais depuis, il n'a osé toucher un chien. Cette histoire n'a qu'un mérite. Elle est vraie, entièrement vraie. Sans la rencontre étrange du chien mort, au bout de 6 semaines et à 60 lieues plus loin, je ne l'eusse point remarqué, sans doute. Car combien en voit-on tous les jours de ces pauvres bêtes sans abri? Si le projet de la Société protectrice des animaux réussit, nous rencontrerons peut-être moins de ces cadavres à 4 pattes, échoués sur les berges du fleuve.